Alors en fait, sans refaire mon parcours de formation, mais j'ai soutenu ma thèse en 2007, ici à Paris 1. Ensuite, j'ai pris un poste en 2008 à Clermont-Ferrand. J'ai ensuite basculé en mutation à Valenciennes en tant que maître de conférence en 2010. Et à ce moment-là, vers 2010-2011 à peu près, j'avais contact avec Bernard Darras, qui dirigeait la formation à l'époque et qui m'a proposé en fait d'intervenir en tant qu'enseignant vacataire. Donc j'étais par ailleurs, vacataire pour le coup, mais j'étais par ailleurs en poste statutaire à Valenciennes. Et donc j'ai découvert la formation en tant que, je dirais, enseignant périphérique, disons, à l'équipe enseignante permanente. Et donc j'ai découvert à ce moment-là le cadre un peu particulier de ce master, notamment dans la pédagogie, on va y revenir tout à l'heure certainement, mais notamment le fait qu'il y avait une sorte de primauté, disons, donnée au cadre projet, à la relation pratique, aux relations aux agences, notamment aussi au monde actif. Et ça m'a particulièrement intéressé. Donc j'ai fait une session de cours, c'était en data design déjà à ce moment-là, visualisation de données. Et donc j'ai pu rencontrer des profils d'étudiants très variés, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis au moment où il a été question pour moi de me demander si c'était pas intéressant de partir de Valenciennes et d'aller vers d'autres horizons, j'ai muté sur un poste de maître de conférence à Paris 1. Et donc j'ai pu intégrer à partir de 2015, je crois, l'équipe permanente du master. Voilà. À cette question, j'aurais envie de dire, il y a une première peut-être singularité qui, à mon avis, fait office de force, d'avantage particulier. C'est ce que je pourrais appeler le côté généraliste du master. Alors, j'entends par généraliste le fait que il s'agit, en tout cas, d'essayer de faire se rencontrer des cultures qui soient à la fois artistiques, techniques, et puis pas uniquement artistique et technique, mais notamment ces deux cultures, aussi parfois économiques, juridiques et d'autres aspects, mais de faire rencontrer des cultures qui sont assez différentes les unes des autres pour faire en sorte que les étudiants soient baignés justement d'un espèce de jus d'ensemble multiculturel. Et donc, la qualité d'une formation qui, je crois, est généraliste comme celle du master, c'est que ça permet peut-être d'appréhender, que les étudiants appréhendent des problématiques et des questions et des enjeux de sociétés qui sont aujourd'hui marquées du sceau, comme on le dit, de la complexité. Et donc comprendre le monde aujourd'hui, s'y projeter, y travailler, y être, avoir une part active dans les transformations du monde aujourd'hui, je pense que ça suppose des profils de gens généralistes. Alors c'est un peu à rebours de ce on a pu faire, disons, dans des formations un peu appliquées ou professionnalisantes, comme on dit, par le passé, parce qu'il s'agissait d'être davantage expert de son domaine. Mais en réalité, on y revient beaucoup aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'encore une fois, les questions qui sont posées aux professionnels d'aujourd'hui sont en fait des questions entrelacées de plusieurs problématiques. Et pour les approcher, encore une fois, pour approcher cette complexité, il faut être pleinement généraliste. C'est-à-dire savoir où on est, savoir d'où l'on vient, savoir quel est l'espace qui nous ressemble le plus, mais en même temps être imbibé d'autres cultures. Donc je dirais, première force, c'est certainement cette volonté de tenir cette position généraliste. Donc je parlais de complexité du monde, alors il y aurait différents auteurs, on n'est pas là pour en parler en détail, mais il y a des gens comme Edgar Morin qui ont beaucoup écrit sur la notion de la complexité. On est en plein dedans aujourd'hui dans cette complexité entre ce qu'on pourrait appeler entropie et négantropie, c'est-à-dire désordre et nouvel ordre aujourd'hui entre vivants et non vivants. Bref, des questions assez épaisses qui font que, encore une fois, cet abord généraliste des questions, à mon avis, me semble important. Ça, c'est la première force. Deuxième force, me semble-t-il, singularité, c'est la question du numérique. Le numérique, je crois, est abordé dans le master d'une façon... alors, on n'est pas les seuls à faire ça, mais on le fait en tout cas depuis le début et on s'y tient, c'est-à-dire de considérer le numérique non pas comme un espace isolé, un espèce de champ, disons, circonscrit, qui serait marqué de compétences, d'aptitudes, de savoirs spécifiques, comme ça, un peu pas en vase clos, mais disons relativement circonscrit, voilà. En réalité, on aborde le numérique comme une des composantes du monde en transformation. C'est-à-dire le numérique comme une espèce de déterminant, d'éléments essentiels qui transforment le vivre ensemble, transforment la vie en société, nos vies au quotidien. Et donc la question du numérique, elle est traversée par toutes ces cultures, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi c'est un sujet épais qui suppose de l'envisager comme un domaine extrêmement diffus, quoi. Et je crois qu'il y a ça dans cette formation, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que les sujets numériques soient pas campés dans des espaces bien circonscrits,
mais qu'en gros, le numérique traverse tous nos sujets. Parfois, il est au cœur, il est au centre des questions. Alors, quand je dis le numérique, c'est que les technologies en particulier sont au cœur, mais parfois, ce sont des questions qui sont posées à l'ère du numérique. Donc on voit bien que là aussi, il faut pour pouvoir tenir ces transformations aujourd'hui, et en particulier ce que le numérique fait à nos vies, eh ben il faut certainement s'y tenir, parfois au cœur, en périphérie, et parfois plus dans son rayonnement. Ça, c'était la deuxième qualité, force, singularité qui, je crois, marque le master. Puis il y en a une troisième, et on y reviendra aussi, je crois. C'est, on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est la dynamique de projet. Qu'on essaie, alors ça fait très longtemps, le master a 20 ans d'existence, ça fait longtemps qu'on travaille avec cette question du projet au cœur de la pédagogie, et on l'a fait varier un peu au fil de l'eau, et on a quand même retenu l'idée que c'est une dynamique dans laquelle s'inscrivent des enseignements, des savoirs, des aptitudes, mais aussi des concertations, des coopérations, des collaborations entre les étudiants et les partenaires qui transitent, qui soient de l'équipe pédagogique ou de l'extérieur. Donc cette dynamique, ce jus, là, ce brouet qui fait se rencontrer les gens et travailler ensemble, ça on y croit beaucoup. Et on essaie d'instaurer des dynamiques qui soient parfois à deux temps, à deux pas, c'est-à-dire des projets collectifs, et puis des projets qu'on aimerait aussi parfois personnels. Je dis on aimerait parce que c'est pas toujours évident, ça a été fait un temps, ça s'est abandonné, ça revient un peu aujourd'hui. C'est-à-dire des cadences qui soient pas tout à fait les mêmes, des projets collectifs qui embrassent, je dirais, la concertation plurielle, et puis des projets personnels qui sont peut-être l'occasion d'un rapport plus intime à des sujets, des questions qu'on a envie de pousser de façon plus évidemment plus personnelle, plus particulière, parfois marquée plus d'autorité d'auteur, vous voyez. Bon. Donc c'est des cadences qui nous semblent être importantes parce qu'elles sont complémentaires et elles aident à la formation, je crois, des étudiants. Alors, si on reboucle avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'aspect généraliste de la formation, il me semble que ce mélange des cultures, hein, on disait technique, artistique, en fait, il y a un intérêt à faire en sorte de renouer ces cultures, de les entrecroiser à travers une approche pédagogique qui soit différente et qui du coup convie, alors c'est là où je réponds à votre question, qui convie en fait certes des cultures techniques, artistiques différentes, mais des gens de cultures, y compris des cultures sociales de territoire, c'est-à-dire des gens qui viennent d'ailleurs, des gens qui ont fréquenté d'autres espaces, qui ont rencontré d'autres entreprises, qui ont sillonné, qui ont parcouru en fait différents endroits. Donc on veut des profils d'étudiants qui soient variés sur le plan de leur spécialité, parce qu'on pense que c'est une richesse que de les faire se rencontrer et travailler ensemble, d'une part. D'autre part, on est sensible au fait d'accueillir effectivement des profils d'étudiants qui viennent d'horizons géographiques différents. Et ça nous semble une richesse humaine et intellectuelle, donc des parcours et des niveaux des cultures, je dirais, sociales de territoires différentes, on l'a dit. Et puis c'est un mariage des langages, c'est un mariage des influences, des références. Donc à tout niveau, la diversité nous semble une richesse qu'il faut qu'on maintienne. Et donc même si ça, ça nous amène parfois à avoir quelques difficultés, disons, d'organisation pédagogique, parce que évidemment ça suppose parfois des harmonisations un peu compliquées entre des profils d'étudiants qui n'ont pas forcément les mêmes aptitudes au même moment. Même tous ces obstacles et ces barrières, ça nous renforce quand même malgré tout sur l'idée qu'il faut maintenir cette espèce de pluralité de profils et de cultures. Alors, encore une fois, dans le filage des questions sur métissage, aspect généraliste, pluralité des cultures, en fait, on se dit qu'il faut trouver une façon de faire qui nécessite une sorte d'harmonisation des compétences, on l'a dit, c'est-à-dire faire en sorte que la population étudiante, que la promo étudiante par année puisse éventuellement s'accorder sur un même spectre de compétences, mais pour autant on sait très bien qu'il y a à la fois des aptitudes, des facilités disons de certains, et puis des appétences, des désirs d'aller dans telle ou telle direction. Donc la diversité s'exprime à tout point de vue, mais de toute façon on aimerait quand même qu'il y ait une sorte de terrain, je dirais, commun. Ça c'est un premier point, et donc être généraliste, c'est arriver à faire en sorte de tenir un centre, faire en sorte que les étudiants puissent avoir un centre, un cœur de compétences, mais qu'en même temps, ils puissent rayonner largement autour de ce centre.
c'est-à-dire se faire plaisir à déborder, à s'échapper de ce centre, autant qu'il est possible de le faire, dans des situations de projet, dans des moments où les projets enjoignent qu'on s'élargisse, disons, des sujets qu'on a l'habitude de traiter ou des techniques qu'on a l'habitude de manier. Donc, on fait en sorte d'avoir une espèce de terrain, je dirais, commun d'harmonisation de compétences, tout en ayant conscience qu'il y a de toute façon des appétences, on disait tout à l'heure, des facilités, des envies et des profils qui se dégagent, et puis faire en sorte que chacun trouve son centre de compétences, son cœur de compétences et ait plaisir à rayonner autour. Alors ça veut dire quoi rayonner autour? Ça veut dire, alors on parle souvent de zone de confort, vous savez, il faut sortir de sa zone de confort, etc. C'est un peu ça en fait. C'est-à-dire se mettre dans des situations qui sont effectivement un peu inconfortables, mais en réalité qui sont certainement le foyer, la source d'apprentissage nouveau, de découverte, d'abord de sujets nouveaux, et que ce soit en tant qu'étudiant au moment où on est en formation ou par la suite dans son parcours professionnel, c'est extrêmement important d'avoir, à mon avis, à se mettre dans cette situation d'inconfort. Et donc, mais en même temps, cette situation d'inconfort, elle doit être maîtrisée en sachant d'où l'on vient et d'où l'on part, disons, quel est le point central. Voilà ce que je pourrais dire. Ça fait déjà plusieurs dizaines d'années maintenant que les tutelles ministérielles, en fait, ont demandé aux universités d'essayer de se positionner un peu plus qu'elles ne le faisaient par le passé sur des formations plus en lien direct avec le monde actif. Préparer les étudiants à intégrer plus rapidement, plus efficacement, ou de manière plus, je dirais, plus facilitée, disons, le milieu actif professionnel. Donc il y a eu toute une sorte d'invitation lourde, on parle d'injonction à certains moments, mais des universités à justement dispenser des formations dites professionnalisantes. Elles sont pas professionnelles, elles sont professionnalisantes. Faut capter la nuance, c'est-à-dire qu'on quitte pas le territoire qui est le nôtre, hein, celui qu'on connaît bien à l'université, mais en même temps, on s'approche un peu du monde actif et on le fait différemment. Alors, ça date de au moins une trentaine, voire une quarantaine d'années maintenant. Et pourquoi on continue à faire des formations professionnalisantes et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, et en particulier le Master MMI? Il me semble que, moi j'y vois en tout cas un avantage. C'est-à-dire, ce qu'on fait à l'université quand on est professionnalisant, c'est pas ce qu'on fait en école et en formation plus professionnelle, entre guillemets. En fait, en quoi ça consiste? Eh bien, on a une relation au mode actif, au milieu professionnel, qui est plus grande, une proximité plus grande. Donc, on est dans une relation de préparation, je dirais, au monde actif, certes, mais on n'est pas dans une relation d'immersion directe ou d'interface extrêmement proche avec le monde actif. On essaie de ménager, en fait, une sorte de... Alors moi, j'avais noté de relation mesurée au monde actif. Alors, mesurée entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, on essaie de gérer une espèce de relation d'écart, de distance, hein, entre guillemets, avec le monde actif. Pour quelles raisons? C'est-à-dire, à la fois, être en capacité de tirer du monde actif des sujets, des problématiques, des enjeux, qui peuvent nourrir la formation, qui peuvent permettre aux étudiants de se préparer véritablement aux questions qui seront les leurs demain, à la fois sur le plan pratique et sur le plan intellectuel. Donc, on fait en sorte d'avoir une relation suffisamment proche au monde actif avec des relations partenariales, avec des projets en relation entreprise, pour faire en sorte que les sujets d'entreprise arrivent sur nos établis, mais en même temps, on maintient cette espèce de zone, ce petit écart, disons, pour s'autoriser à formuler des sujets, des questionnements qui ne soient pas ceux que les entreprises auraient formulés pour eux-mêmes. Et dans l'écart qu'on ménage, d'un côté, entre guillemets toujours, on rend service aux entreprises parce qu'on interroge leur business et leur métier d'une façon différente que ce qu'ils ont l'habitude de faire. On place les étudiants dans une position qui n'est pas celle tout à fait identique à celle qu'ils auront en tant que collaborateurs d'une entreprise, et on interroge, quand il est possible, l'écart qu'on met en place entre le sujet de l'entreprise et le sujet qu'on formule avec l'entreprise. Et cet écart-là, l'interrogation qu'on peut avoir, la réflexion qu'on peut avoir sur le métier, les sujets et le monde actif tel qu'il est d'ailleurs, dans cet écart, il est source d'apprentissage extrêmement grand. Et on pense que c'est en fait une position, on va dire, un peu différente, un petit peu en retrait, qui en fait compose un avantage pédagogique. Donc on fait des projets
voilà, on fait pas les projets des entreprises, on fait des projets pédagogiques en partenariat entreprise. Voilà ce qu'on aimerait continuer à maintenir comme position. Et puis il y a un rôle historique, enfin ce serait long de le dire, mais il y a un rôle historique des universités d'indépendance, aussi de réflexion, d'un espace critique qui fait que on n'est pas là pour soutenir ni légitimer, disons, des systèmes en place, des entreprises ou des conduites de société, par exemple. On voudrait pas être le prestataire associé à des politiques ou à des conduites. On veut être dans une position qui nous offre d'interroger aussi ces systèmes. Et alors je dis nous, c'est nous équipe enseignante, mais c'est nous avec les étudiants, c'est-à-dire garder une espèce de distanciation critique, de discernement critique qui fait qu'on est à la fois acteur, mais on en est aussi un peu indépendant, quoi. Et donc l'espace, pour reboucler avec la question, l'espace professionnalisant des universités, il a cet avantage d'être en interface, mais non directe, avec cette espèce de recul. Alors ça crée des décalages et des asymétries plutôt avec les écoles qui sont effectivement extrêmement bien alignées, mais en même temps ça crée certainement une force, je pense. Alors la pratique est au centre, effectivement, parce que nous la considérons, la pratique, comme une sorte de vivier, d'écrin, de milieu même, au sens simondien, on pourrait presque dire, c'est-à-dire de milieu où en fait se croisent les cultures dont on a parlé, cultures techniques, artistiques, créatives et autres, qui sont aussi convoquées. Donc milieu de culture, mais la pratique c'est aussi quelque chose qui fait que c'est pas simplement le lieu de l'application des aptitudes et compétences. Voilà, on a souvent considéré l'espace pratique comme un réservoir où on est en capacité à mettre à l'épreuve, à se mettre à l'épreuve face à des situations plus concrètes, donc de mobiliser des savoirs et des aptitudes et de les mettre à profit. En réalité, c'est ça, mais c'est aussi l'occasion de trouver de nouveaux espaces de réflexion, de nouvelles questions et de nouveaux sujets. Voilà, il y a à la fois ces deux aspects, c'est-à-dire c'est l'occasion d'une confrontation et d'une mobilisation des savoirs et des aptitudes, c'est certain, et en même temps, c'est l'endroit de découverte et d'apprentissage nouveau. Donc c'est pour ça qu'on aime à ce que l'espace pratique soit en fait organisé à travers de l'application, de la création et de la conception et de la réflexion. Et alors, on disait pratique, c'est bon, ça fait référence à beaucoup de choses parce que la pratique, c'est en grec pour Aristote, c'est la poiesie, c'est la praxis. Donc c'est deux régimes de la pratique qui sont différents, qui touchent à la fois une pratique qui est plus la fabrique créative, et puis il y a parfois des aptitudes, des habiletés à concevoir des outils, des méthodes, des artefacts, y compris qui servent directement, je dirais 90% de nos activités du quotidien. Donc ça touche à l'ingénierie, ça touche à la création. C'est vraiment un espèce de bain, encore une fois, qui finalement oblige des inventions de toutes sortes, quoi. On parlait de pratique, de vivier, d'écrin pratique où toutes les choses se passent, et du coup ça oblige de l'équipe pédagogique à repenser un peu les formats de cours qui sont classiquement dispensés à l'université. Alors on le fait pas tout le temps, c'est vrai que les occasions parfois sont faites d'obstacles, de difficultés pratiques qui font que d'organisation, même d'emploi du temps aussi de manière aussi basique, prosaïque que ça, mais dans tous les cas, on essaye donc de défaire en tout cas ces formats de cours entre cours magistral où on aurait des cours qui sont plus théoriques, disons, des enseignements plus fondamentaux, des TD, des cours de travaux dirigés, où là l'enseignant est un peu à côté de l'étudiant pour le mettre en situation pratique, puis ensuite les TP, dits TP, où il est en autonomie, etc. Bon, c'est un modèle qui marche bien, mais qui dans le cas des projets qu'on mène n'est pas forcément toujours très efficient, donc on aime décaler un peu les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dissocier les temps et surtout créer des occasions, on l'évoquait un peu tout à l'heure, de mettre en place des moments, des temps de cours qui sont parfois plus théoriques, au moment où la question se pose dans le projet. Alors ça je l'ai fait moi par ailleurs dans d'autres espaces, à l'ENSI, les ateliers un temps. Le projet était central et on essaie de le faire ici à l'université aussi. Le projet est en fait central et puis à un moment donné, dans la conduite du projet, eh bien, se posent des questions, des frictions, des controverses, même parfois des difficultés dans la conduite de projet. Et en fait, on ménage un temps un peu en extraction du projet
pour justement faire un cours spécifique ou s'interroger ensemble et mobiliser des auteurs, etc. Et en fait, c'est à ça qu'on veut arriver comme gymnastique, disons, récurrente. Ça n'engage pas le fait que il faut tout casser et défaire systématiquement le modèle, mais ça suppose d'avoir une certaine agilité dans le fonctionnement pour que, à des moments, on puisse faire des cours magistraux en amont de situations de projet, et puis à des moments, on laisse les choses se faire et on essaie de les ressaisir dans des temps de cours. Et en fait, alors, quand je dis qu'on n'y arrive pas tout le temps, c'est qu'en fait, l'organisation des cours fait qu'on prépare les choses à l'avance et puis on distribue et on dispense les cours ensuite. Mais il faudrait qu'on puisse arriver à trouver des moments comme ça de respiration, de temps, pour que des cours puissent se développer en milieu de projets et de cas pratiques. Et puis, en fait, ça veut dire quoi plus largement dans les situations qu'on dit éducation globale ou approche pédagogique transverse ou inverse aussi, comme font les Américains, renversée. C'est trouver les occasions de contextualiser les apprentissages. Il faut qu'il y ait de la contextualisation à tout moment et à tout niveau. Donc, le projet est un moment de contextualisation concret d'une situation, d'un sujet, d'une question. Et du coup, c'est l'occasion formidable pour pouvoir montrer en quoi le renfort d'enseignement spécifique ou théorique peut être utile concrètement en situation. Donc, il faut que tout ce qui s'enseigne trouve à se contextualiser. Ça, c'est à mon avis un élément déterminant pour que ça puisse être à la fois appréhendable, entendable et rendu utile pour les étudiants. Et du coup, le contexte de projet est du coup un espace formidable pour ça. C'est pour ça qu'on y tient aussi. C'est parce qu'il crée, en fait, il cristallise un peu tout, quoi. À la fois l'actualité du monde extérieur, à la fois des questions qui sont celles de l'entreprise, et à la fois l'occasion de montrer que les sujets qu'on peut avoir à discuter plus théoriquement ou conceptuellement, en fait, ils sont bien présents. Voilà. Alors il y a deux évolutions, en fait, qui sont pas vraiment des transformations du master, mais qui sont plus des renforcements, des consolidations ou des confirmations, ou une tendance qu'on a un peu rendue possible il y a quelques années maintenant, qui reboucle avec des projets qui se sont faits aussi antérieurement. C'est d'un côté, en fait, accroître ce qu'on peut appeler des partenariats inter-formation ou inter-institutions, c'est-à-dire des relations plus proches avec écoles d'art, mais aussi avec des grandes écoles en sciences politiques, en économie, en ingénierie. Alors on l'a fait à des moments un peu isolés dans la pédagogie sous forme de workshop, mais on a en tête de créer des moments en fait de formation un peu, alors c'est pas jumelles, un peu parallèles, où en fait on crée des moments de rencontre systématiques dans nos cursus, pour que d'une part les étudiants puissent être en relation d'échange, de projet et d'apprentissage mixte, parce qu'ils le seront plus tard dans le milieu actif, et qu'on pense qu'en termes d'apprentissage c'est extrêmement intéressant, que les populations se connaissent, les populations étudiantes se connaissent, et qu'elles coopèrent, elles collaborent très tôt, et qu'elles co-apprennent aussi. On parlait tout à l'heure de mixité, de pluralité de culture, etc. On pense que c'est des sondes en fait qui sont extrêmement importantes, et toutes les formations qui ont essayé de se jumeler montrent que c'est très efficace à plus d'un titre. Donc accentuer les partenariats sur le long de la formation et pas du one shot, pas des moments isolés dans la pédagogie. Et puis le deuxième temps, ça c'est un truc que j'ai en tête depuis longtemps, que j'ai fait aussi par petites bribes, mais qu'on aimerait vraiment aussi accentuer avec l'équipe, c'est des chaires entreprises, c'est-à-dire créer en fait des clusters entreprises d'un secteur donné, par exemple le sport ou l'IT, voilà, différents secteurs, et en fait regrouper autour de ces chaires un cluster d'entreprises qui sont parfois concurrentes, mais qui sont plutôt la plupart du temps des entreprises qui partagent aussi beaucoup de sujets, qui échangent plus qu'elles ne se combattent véritablement. Et en fait, autour de ce cluster d'entreprises, créer des sujets, des problématiques qui justement ménagent cet écart aussi, qui sert le business des entreprises, mais qui leur donne l'occasion d'interroger, aussi de préparer des nouveaux marchés, des activités pour elles, sur un calendrier de 3 à 5 ans. C'est-à-dire avec les étudiants, de manière plus concrète, avec les étudiants, pendant 3 à 4 ans, on travaille avec un cluster d'entreprises sur une chaire qui a un titre, une problématique bien précise, et on instaure comme ça un temps qui nous permet d'une année sur l'autre de reboucler, de capitaliser
et de forer des sujets de manière plus dense et plus profonde. Et ça nous semble intéressant parce que on a, dans le 20 ans d'existence, le master, on a souvent eu l'occasion de faire des projets, pas toujours one shot, mais des projets qui sont parfois des coups comme ça, un peu en rebond. Et en fait, on aimerait pouvoir ménager les circonstances et les occasions de travail sur le long, sur un certain temps long. Alors le temps long de l'université, 3, 4, 5 ans, ça pourrait être plus long, mais ça nous semblerait intéressant pour l'équipe pédagogique, pour aussi capitaliser, et surtout pour les étudiants, pour savoir apprendre aussi d'une année sur l'autre de ce qui a été fait, capitaliser et avancer. Donc il y a deux évolutions qu'on a en tête de mobiliser, pour récapituler. Des partenariats, donc des partenariats inter-institutions, inter-formations, et puis des chaires entreprises.